Donc je vais être très synthétique et je reste à votre disposition pour des questions éventuelles qui pourront approfondir un peu mon propos. J'espère tenir mon temps, mais enfin, je sais que je serai rappelé à l'ordre. De toute façon. Bien. Alors, le point de vue italien pour le combat en mer. D'abord, première chose, c'est que la Regia Marine, c'est-à-dire la marine royale italienne, compte pendant la guerre une trentaine de milliers d'officiers, sous-officiers et marins. Des officiers qui sortent, pour la plus grande partie d'entre eux, de l'école de l'Académie navale de Livourne, et qui, politiquement, je synthétise évidemment, sont marqués par une très forte tradition de fidélité à la monarchie, avec un esprit très conservateur. Mais cette marine italienne, qui s'est modernisée, doit faire face à l'entrée de nouveaux types de marins, qui sont les mécaniciens, les techniciens, les spécialistes, comme disait Tristan Lecoq tout à l'heure pour la marine française, qui introduisent une certaine politisation au sein de la marine. Tandis que le recrutement des marins et le recrutement de consuls sont des inscrits maritimes qui se recrutent sur le littoral tyrrhénien et adriatique. C'est une marine puissante, du moins sur le papier, et pourtant qui n'a jamais su s'imposer. Et au fond, il s'agirait de se demander pourquoi. Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais développer 3 points, très rapidement. Un premier point qui permet de présenter la marine italienne puissante par rapport à la marine austro-hongroise. Un deuxième point sur la stratégie qui est mise en œuvre entre 1915 et 1917, qui est une stratégie de guerre d'escadre, offensive et défensive. Et un troisième point qui porte sur la stratégie mise en œuvre en 1917-1918, tout ça pour vous donner un aperçu général de la guerre navale, qui est davantage une stratégie fondée sur la guérilla navale et la stratégie de vigilance. Voilà les 3 points que j'aimerais aborder avec vous. Le premier point porte sur la supériorité de la marine italienne sur la marine austro-hongroise. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a 13 croiseurs italiens contre 6 austro-hongrois, 11 cuirassés italiens du début du XXe siècle, ancienne génération, contre 8 austro-hongrois, et surtout 6 dreadnoughts contre 4 austro-hongrois, 6 dreadnoughts dont 2 qui entrent en ligne en 1915 sont le Duilio et le Doria, qui sont des cuirassés très puissants. 74 sous-marins, dont 22 opérationnels en 1915 contre 8 austro-hongrois, et une nouvelle arme très efficace, les MAS, dont François Cochet parlait tout à l'heure, je reviendrai, 244 MAS qui sont des vedettes anti-sous-marines, des vedettes lance-torpilles, 244 en 1918. En termes de puissance, là encore les chiffres parlent d'eux-mêmes, concernant les canons 305, qui sont les canons les plus puissants. La marine italienne a à sa disposition 77 canons, la marine austro-hongroise 32. Et avec des cuirassés qui sont relativement importants. Vous avez ici le Dante Alighieri, qui est un cuirassé mis en service en 1909, qui est très intéressant pour les Italiens parce qu'il utilise les canons 305 en tourelle et non plus en batterie comme c'était le cas auparavant. Et puis surtout, le Duilio, qui est mis en service en 1915, qui est un cuirassé italien très intéressant parce qu'il a des tourelles triples, ce qui est tout à fait nouveau pour l'époque, même si l'efficacité n'est pas prouvée, mais en tout cas, cela donne une impression de puissance. On a quand même 13 canons de 305 qui se répartissent en tourelles triples, donc de 3 canons, à la proue, au centre et à la poupe, et des tourelles doubles, des canons de 152 mm, alors que les cuirassés sont traditionnellement équipés de canons de 120, des canons de 76 qui ont vocation anti-aérienne, et lui a également des tubes lance-torpilles. Donc vous voyez que ce sont des instruments maritimes puissants. Mais cette arme navale n'est pas utilisée parce que les Austro-Hongrois finalement refusent le combat. Là, un échec. Je vais représenter ici le tête des opérations parce qu'au fond, la guerre maritime pour les Italiens, c'est essentiellement la mer Adriatique, pour des raisons stratégiques, je reviendrai au moment de la table ronde. Comme vous le voyez, le littoral austro-hongrois, le littoral istrien, dalmate, ici, dans la flèche, et traversée de Laurence, protégée par des îles dans lesquelles les croiseurs peuvent se réfugier, à Cattaro en particulier, tandis que les cuirassiers dreadnoughts austro-hongrois se réfugient dans la base navale de Pola, qui est très bien fortifiée. Et donc, en 3 heures à peine,
croiseurs légers hongrois peuvent traverser la mer Adriatique et attaquer Ancône ou Bari, comme c'est le cas dès le 24 mai 1915. En fait, la marine austro-hongroise a très bien compris qu'il suffisait de rester dans ses bases ou d'attaquer par surprise plutôt que d'affronter la marine italienne directement. Or, cette stratégie épuise littéralement la marine italienne parce qu'il faut mener des opérations de surveillance longues, épuisantes, il faut assurer des tours de repos, donc des mouvements incessants et qui finalement épuisent la supériorité de la marine italienne par rapport à la marine austro-hongroise. Et puis je dois dire que le commandement italien est aussi divisé sur la stratégie à mettre en œuvre. Ça, c'est un facteur aussi d'affaiblissement de la capacité opérationnelle de la marine. Même si la Convention navale alliée garantit à l'Italie le commandement de toute la mer Adriatique à partir de 1915, les Français s'occupent du sud de l'Adriatique dans cette zone-là, mais tous les Italiens ont le centre et le nord de la mer Adriatique. Eh bien, le commandant de la flotte italienne, le duc des Abruzzes, reste accroché à une tradition de guerre d'escadre, c'est-à-dire la recherche de la bataille navale décisive, utilisant la supériorité des dreadnoughts. Tandis que le chef d'état-major de la marine, l'amiral Paolo Talon di Revel, dont je représente ici le portrait, beaucoup plus intelligent parce qu'il comprend la faiblesse de... Et oui, parce que le littoral italien, c'est, vous voyez, comme je suis un très mauvais élève. Oui, mais moi je suis une historienne contemporaniste, encore pire en plus, le bas de gamme si je puis dire. Et le littoral italien est un littoral sableux qui est dégarni de toute défense. N'oubliez pas que l'Italie est l'allié de l'Autriche-Hongrie depuis 1882. La Triplice est dénoncée le 4 mai 1915. Donc la mer Adriatique est dégarnie au profit de la tyrrhénienne qui est beaucoup plus défendue pour faire face à l'ennemi traditionnel que l'ennemi français. Donc en 1915, il y a là un déficit et l'amiral Talon di Revel dit mais la guerre d'escadre est idote parce qu'il faudrait mieux protéger la défense, assurer la défense du littoral italien. Ce qui en définitive se révèle illusoire. Et donc l'amiral Talon di Revel n'est pas écouté, il démissionne de ses fonctions, et c'est le duc des Abruzzes qui mène la stratégie jusqu'à son départ de ses fonctions de commandement début de l'année 1917. On entre donc dans la première période de guerre qui est faite de stratégie offensive et défensive. Alors d'abord une stratégie défensive, parce que le 24 mai 1915, par surprise, une escadre austro-hongroise bombarde Ancône et d'autres villes du littoral, prouvant la vulnérabilité de la défense de la côte italienne. Immédiatement, le duc des Abruzzes met donc en place un système défensif qui passe par l'utilisation de trains armés de canons côtiers, des batteries côtières, une surveillance aérienne avec l'utilisation d'hydravions, l'utilisation de sous-marins et l'utilisation de masses première génération, les fameux masses. Vous avez représenté ici un MAS première génération. Alors, le MAS signifiait à l'origine Motoparca Armata Svan. Svan, c'est l'acronyme de la Société vénitienne automobile nautique. Parce qu'en définitive, les MAS, ce sont des vedettes, des vaporettes que vous utilisez sur les canaux à Venise. Et le ministère de la Marine s'adresse à la société Svan pour, dès 1915, sortir des vedettes aménagées et armées. Et ce sont des vedettes lourdes, d'une quarantaine de tonnes, 15 mètres de long, mais très peu rapides. Et donc on préfère en faire des instruments pour draguer des mines, pour attaquer les sous-marins à l'aide d'un canon 76 mm que vous voyez représenté sur le pont. D'où l'acronyme MAS qui signifie, à l'usage, motoscafo anti-sommergibile, c'est-à-dire motoscafo ou vedette anti-sous-marine. Beaucoup plus lourd. Mais pour autant, il s'agissait aussi d'assurer une stratégie offensive, pour des raisons politiques. D'abord, parce qu'il y a là une logique irrédente, il faut s'emparer de Trieste et de l'Istrie. C'est l'un des objectifs politiques de l'Italie. Ensuite, il faut venger le désastre de la bataille de Lissa de 1866. Je reviendrai au moment des enjeux culturels, souvenir de la défaite de la marine italienne face à l'armée austro-hongroise. Et enfin, contrebalancer le danger serbe et grec dans cette partie du littoral adriatique. Tout cela pousse la marine italienne à mener des opérations offensives. Alors, des opérations offensives en 1915 et 1916 qui se soldent par des échecs retentissants. En particulier des cuirassés trop lourds qui ne peuvent pas mouiller en Adriatique parce que les ports ne sont pas en eau profonde, sont obligés de mouiller à Tarente, ici, en dehors de la mer Adriatique.
Et donc les dreadnoughts sont obligés de remonter toute la mer Adriatique pour attaquer le pôle, mais en s'exposant à des attaques de sous-marins, ce qu'on voit, et à des mines. Et on a 3 cuirassés comme cela qui sont coulés. 1 par mine, et 2 suppose par sabotage. En fait, il s'agit, d'après les dernières recherches, d'incendies spontanés qui se sont développés à bord. Mais enfin, on a quand même 3 cuirassés qui sont perdus lors de cette opération, des torpilleurs, des contre-torpilleurs, des sous-marins. Mais cela n'empêche pas quand même la marine italienne d'assurer un rôle fondamental dans les Balkans. D'abord en 1916 en opérant ce qu'on appelle l'exfiltration de l'armée serbe, 130 000 hommes, à partir des ports de Valona et Durazzo, ici, à Albanie, et puis en transportant aussi, ne l'oublions pas, une division italienne à Salonique, en 1916, pour obtenir des gages dans les Balkans, tout cela pour contrer et la Serbie et la Grèce concernant le littoral adriatique. Mais c'est un échec. Et donc en 1917, il faut changer de tactique. Et il se trouve qu'à partir de février 1917, l'amiral Taon du Revel revient en fonction. Et avec lui arrive une nouvelle stratégie, la stratégie de la guérilla, de la vigilance, c'est mon dernier point. D'abord, la stratégie de vigilance passe par l'utilisation massive d'hydravions. On a là une utilisation de l'aéronaval pour assurer les reconnaissances, pour identifier les forces ennemies. Un chiffre, en 1918, l'Italie a 552 hydravions, 1918. Elle en avait 28 en 1915. Surexploitation des hydravions, vous avez là la base hydravion à Venise. Il fallait aussi assurer l'escorte des convois en mer tyrrhénienne, de Gibraltar à Gênes, de Gênes à Naples, de Naples à Bizerte, de Naples aussi en Libye. Parce qu'en Libye, les navires allemands transportent des armes pour les insurgés arabes. N'oubliez pas que l'Italie est présente en Libye depuis 1912, mais qu'elle doit faire face à une insurrection arabe. Et puis l'utilisation aussi de tirailleurs, de l'infanterie marine, pardon, dans la région de Piave, des Bouches du Piave, après Caporetto, en 1917, pour enrayer les attaques austro-hongroises. Mais surtout, c'est la guérilla navale qui domine. Alors là, il y a des innovations techniques extraordinaires. En particulier, la torpille Miniata. Miniata en italien veut dire la sangsue. Comme vous le voyez, il s'agit d'une torpille automotrice qui était chevauchée par 2 nageurs de plongée qui guidaient cette torpille jusqu'à la cuirasse, jusqu'à la coque du cuirassé. Imaginez le courage qu'il a fallu. Eh bien, cette opération un peu folle a eu un résultat, puisque le 1er novembre 1918, le cuirassé Viribus Unitis, qui est l'un des cuirassés les plus puissants de la flotte austro-hongroise, est coulé par 2 hommes, Giovanni Raffaele Rossetti et Raffaele Paolucci, qui ont comme ça chevauché cette miniate extraordinaire. Et puis il y a surtout les masses. Alors évidemment, pour satisfaire la stratégie, et j'en ai fini, hein, il me reste 1 minute, pas plus, la nouvelle stratégie repose sur des opérations d'embuscade, d'attaque de surprise. Alors il a fallu innover et créer une nouvelle génération de masses, des masses plus légers, d'une quinzaine de tonnes, armées de torpilles siluranti. C'est les torpilles siluranti, c'est les torpilles en italien, de torpilles. Comme vous le voyez, représenté opérant toujours par 2, avec des vitesses dépassant les 25 nœuds, avec des moteurs électriques italiens très puissants, et un mode de combat très spécifique. Les masses, qui ont donc comme signification de vedettes lance-torpilles, de vedettes armées de torpilles, motoscaphes armati siluranti, masse, d'être armées de torpilles, opérant par 2, étaient tractés par des torpilleurs jusqu'à quelques centaines de mètres de l'objectif visé, puis les moteurs électriques et silencieux de nuit étaient armés, les hommes se guidant à la lumière du port ou à la lumière du cuirassé. Arrivés à 200 mètres du cuirassé, lâcher les torpilles qui se trouvent sur la coque, qui sont des torpilles de 450 mm, qui sont des engins très forts. Et une fois que la torpille était lancée, hop, les masses faisaient demi-tour à toute vitesse pour échapper à la réaction de l'Austrie-Hongrie. C'est intéressant parce que les masses, quand même, constituent, masse première génération, masse deuxième génération, près de 4500 hommes qu'on finit par appeler les motoscafisti, constituant une unité autonome placée sous le commandement de Constanzo Ciano, et avec des résultats, puisque Luigi Rizzo, à la tête d'un MAS, coule le 10 juin 1918 un cuirassé italien, le Sfazzan, le Santo Stefano. C'est extraordinaire, je reviendrai pour les enjeux culturels, mais on a là une petite vedette de 15 mètres en bois qui coule un cuirassé de 100 mètres avec plus de 1000 hommes d'équipage.
c'est le David de Michel-Ange, si je puis dire, contre le Goliath de Rubens. Enfin, c'est un peu l'image qui nourrit toute une propagande. Enfin, j'y reviendrai, j'approfondirai tout ça. Et puis, surtout, Gabriel et D'Annunzio, qui est omniprésent, il est partout. Il est partout, sur Terre, dans les airs, sur mer, et qui, avec Lutieritz, Constance Ochan, en février 1918, lance une opération à Boukhari, qui est une zone en plein cœur d'Autriche-Hongrie, près de Fiume, et à la tête d'un MAS, le MAS 96, qui est un MAS type motoscafo armé de torpilles. L'opération est un échec, car sur les 6 torpilles, il n'y a qu'une seule torpille qui touche en but sans avoir beaucoup d'effet. Mais alors, l'opération de Boukhari, au sud de Fiume, à quelques kilomètres de Fiume, devient la beffa de Boukhari, d'après Gabriele D'Annunzio, c'est-à-dire la farce de Boukhari, qui est un pied de nez que ces motoscafi font à la puissance austro-hongroise des cuirassiers. Alors pour conclure, il y a que la marine royale s'acquitte honorablement de sa tâche, elle perd 60 navires, 130 000 tonnes, la moitié de sa flotte marchande, 3 000 morts, 3 000 blessés, très schématiquement. Mais elle a quand même assuré un transport de troupes, plus de 600 000 hommes, transport de matériel, elle a assuré également l'escorte des convois, surtout en mer Tyrrhénienne, mais elle n'a remporté aucune bataille navale, ce qui nuit à sa réputation. Et elle n'a eu aucun effet sur les conquêtes italiennes sur le littoral adriatique, car tout s'est fait par l'offensive terrestre de 1918, pour dire les choses. Pour dire un seul exemple, le Duilio, que j'ai évoqué tout à l'heure comme étant le cuirassier l'un des plus puissants de la marine italienne, a assuré 4 missions au cours de la guerre, soit 268 heures de navigation, 512 heures d'exercice. Donc vous voyez, la guerre sur mer est davantage une guerre d'ordre politique que d'ordre militaire, ne serait-ce que par la propagande des opérations menées par les masses, mais aussi par les sous-marins, et je reviendrai au moment de la table ronde. Voilà, je vous remercie. À propos du raid contre Boukhari, voilà ce qu'écrit effectivement D'Annunzio immédiatement après, pour bien montrer qu'effectivement nous sommes dans une guerre où les enjeux maritimes sont des enjeux culturels. Alors il y va fort dans la rodomontade, hein, si je puis dire. Voilà ce qu'il écrit. Les marins italiens qui se rient de tous les filets et entraves et qui sont toujours prêts à oser l'inosable sont venus secouer par le fer et le feu la prudence de ces refuges les plus sûrs. La prudence de ces refuges les plus sûrs. On a bien un déplacement de préoccupation. C'est pas sur le plan militaire que cette opération a de l'importance, comme Hubert l'a dit, parce que militairement cette opération est un échec. Mais en termes de propagande et de conséquences dans la presse italienne, effectivement, là on est dans l'exploitation majeure du thème des océans. Et juste pour un mot, pour dire que D'Annunzio va jusqu'au bout dans cette récupération, le sigle masque, vous voyez, il a fait l'objet de plusieurs traductions, et dans la bouche de D'Annunzio, Memente, audere semper, c'est-à-dire souviens-toi de toujours oser. Fimas pour D'Annunzio.